déchargement. J'étais donc, si vous voulez, livré à moi-même pendant le temps que les autres déchargeaient. Ce qui me permettait de circuler un petit peu partout dans les constructions qu'ils faisaient, quoi. Et comme j'avais quand même un bon point pour moi, c'est que je parlais l'allemand, je pouvais discuter facilement avec les Allemands qui étaient les maîtres d'œuvre et qui surveillaient en somme les chantiers, puisque tous ces chantiers-là, vous pensez bien, que c'était surveillé avec la baïonnette au canon, quoi. Et c'était des militaires qui surveillaient. Et puis, mais parlant l'allemand, ils me faisaient naturellement une confidence qu'ils n'auraient pas fait à quelqu'un d'autre qui ne parlait pas leur langue. Ce qui m'a permis d'être, si on veut, sollicité, approché par la résistance à Dinard quand on allait le soir dans des petits cafés. Il y avait un petit café principalement boulevard Féard. Ça s'appelait chez Victor, d'ailleurs. Et on allait là tous les soirs presque pour boire une bière ou discuter comme ça, quoi. Puis, et là, j'étais approché par la résistance. Et puis, bon, ben, petit à petit, bon, ça s'est concrétisé, quoi, si vous voulez, quoi. Et j'étais donc, c'était mon point de ralliement, puisque finalement, j'ai su qu'après, que c'était les parents de mon chef de réseau, dont j'ai appartenu après, qui étaient les propriétaires de ce restaurant-là, de ce café-là. Donc c'était des lieux de rendez-vous pour du réseau pour lequel on travaillait, sans le savoir. Parce que, naturellement, autant vous dire que dans ces réseaux de résistance, la première condition, c'était de ne pas être, de pas se mettre sur la place publique, quoi. C'était clandestin, quoi. Donc, au point où je ne connaissais même pas les autres qui travaillaient pour ce même réseau. Vous voyez? Je n'ai connu deux ou trois de ce réseau-là que le jour de mon arrestation en novembre 1943. Donc on travaillait ensemble depuis le mois avril-mai, si vous voulez, du mois de 1943. Et je ne savais plus, je les connaissais de vue, mais je ne savais pas qu'ils faisaient le même travail que moi. Et ce qui était un petit peu notre force, parce que automatiquement, hein, il ne fallait pas que si l'un ou l'autre était pris, quoi, il ne pouvait pas dénoncer un autre puisqu'il ne le connaissait pas. Vous voyez, c'était un petit peu ce principe-là. Bon, ben alors donc, la résistance s'organise, je fais mon boulot, c'était d'ailleurs ma compagne à l'époque-là que j'ai connue là-bas, ma femme actuelle, que j'ai connue là pendant la guerre, qui faisait mon agent de liaison, quoi. C'est moi qui faisais les plans et les machins, et puis c'est elle qui les portait le lendemain, quoi. Bien, alors donc, c'était donc notre boulot, et puis bon, bah, ça a duré pendant depuis le mois de donc, avril, je vous dis à peu près, oui, du mois de 1943, jusqu'au 29 novembre 1943, où moi j'étais dans les renseignements, bien sûr qu'on appelait ça, parce que la résistance, vous aviez plusieurs catégories aussi. Vous aviez les renseignements, vous avez les réseaux d'action et les réseaux d'évasion, qu'on appelait ça. C'était les trois catégories, quoi. Alors, donc moi j'étais dans les renseignements, mais les actions, c'était eux qui faisaient les sabotages. Donc, quand il y avait des rails à faire sauter ou des machins électriques à couper, des lignes téléphoniques, ça c'était des actions, quoi. Mais quand l'occasion se présentait, bien entendu. Oui, alors là, vous voyez, quand je faisais mes transports de matériaux, là, avec mon engin la locomotive diesel, j'emmenais donc mon matériel avec les wagons, et il arrivait des fois que j'arrivais trop tard, et qu'il n'avait pas le temps de décharger. À ce moment-là, on laissait les convois décrocher mes wagons, quoi, on les calait, et puis hop, moi je rentrais avec la machine pour pouvoir, à Pleurtuis, pour pouvoir reprendre le car, le bus qui nous ramenait à Dinard pour coucher le soir. Et puis là, naturellement, le matin, un jour, là, je passais avec ma machine, avec mon chargement, je voyais qu'ils étaient en train de creuser une tranchée le long de la voie. Mais alors, on râlait des machins, des palettes, là. J'étais tout chaud, il faut nous faire ébouler ces cons-là, on va tomber dans le machin. Mais enfin, ça, c'était sur 5-6 mètres, quoi. Hein. Et ils étaient en train d'enterrer un gros câble électrique comme ça. Bon, ça, on passe ça, moi. Et ce jour-là, bon, ben, j'arrive trop tard, je reviens
avec la machine roule-pied qu'on appelait ça, sans wagon, tout seul. Là. Et puis j'arrive à l'endroit où ils étaient rendus à creuser la tranchée. Et ces couillons-là, ils avaient mis leur câble sur les traverses de mes rails, quoi, auxquels je roulais, quoi. Et je ne sais pas s'ils avaient eu du gravier à mettre dessus. J'ai déraillé avec ma machine juste à l'endroit où il y avait le câble. Et vous savez que les roues d'une locomotive, il y a les plats qui roulent sur le rail, mais vous avez à l'intérieur une arête qui retient pour qu'il ne déraille pas, quoi. Vous savez, ça la retient à l'intérieur des rails. Et ce méplat-là, à longue de frotter le long de la voie, ça s'affûte, quoi. C'était presque tranchant, les miens qui j'avais. Et le hasard a voulu que la machine déraille et coupe la moitié du câble avec cette arête-là. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit merde, on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Et puis, comme on avait sur la machine toujours une pelle et une pioche, ben, j'ai d'abord remis ma machine sur la voie, et ensuite, je regardais ça, j'ai dit, je me suis tapé à creuser 1 mètre de plus de tranchée, j'ai enterré le câble coupé, et j'ai remblayé dessus. Et les gars sont venus le lendemain, ben, ils ont continué à trancher et remblayer dessus. Autant vous dire que le câble-là n'a jamais servi, quoi, hein, c'était pas possible. Personne n'a jamais su qu'il y avait une coupure à cet endroit-là. Moi non plus, je ne savais même plus où c'était après, quoi. Enfin, j'étais tranquille, j'étais dit pour moi, c'est après que j'ai réfléchi, effectivement. Mais au fait, c'est un câble qui aurait servi quand même à quelque chose, et il servira sûrement pas. Et effectivement, ils n'ont jamais pu trouver où c'était, quoi. Alors, et c'était quand même des machins on traduisait ça par du sabotage, mais occasionnel, quoi, si on veut. C'était pas prévu dans mon plan, quoi. Une autre fois, j'avais un gars, mais c'était un conducteur allemand, là, un Bosch, là, qui conduisait cette machine-là. C'était une machine à vapeur qu'il y avait encore. Et il avait aussi, il était arrivé trop tard. Et c'était le début, ils avaient creusé un trou pour faire un blocos, quoi. Il y avait juste le trou de fait. Et ils avaient mis la voie pour amener le matériel. Et c'était lui qui a amené le premier chargement de cailloux, quoi, pour faire le fond. Et il arrivait trop tard aussi, et il a laissé son convoi dans le haut, sur la pente du haut, avant de descendre dans le trou. Et il avait calé ça avec des galets. Alors là, je revenais moi aussi, avec la machine dans le pied, là, tout seul, et je vois ça comme ça. Je dis, oh, là, ça m'a... c'était pas accidentel, là c'était volontaire. Sachant que c'était lui déjà, qu'on ne pouvait pas le voir, là, c'était une saloperie. Et c'est ça, je vais lui faire une vacherie, quoi. Alors, il y avait donc l'aiguillage, quoi. Il y avait donc la voie droite par laquelle j'arrivais, et l'aiguillage qui descendait là pour aller sur le chantier où il avait mis son convoi. Alors j'ai passé sur l'aiguillage, je trente mon aiguillage, j'ai reculé sur son convoi, et je l'ai tamponné une dizaine de fois, quoi, pour faire tomber les galets qui calaient les roues. Et j'ai vu tout d'un coup que le convoi se mettait en route. J'ai dit, bon, c'est bon, je suis revenu. Le convoi est parti dans le trou. Le lendemain matin, quand ils sont arrivés, le convoi il est dans le trou, les wagons emmêlés l'un dans l'autre. Il s'est gueulé par là-dedans. Il s'est fait engueuler, le coup là. Personne n'a jamais su non plus que c'était moi qui l'avais fait, quoi. Vous voyez, des trucs comme ça, que quand l'occasion se présentait, on faisait, quoi. Ouais. Alors le pire, là dans l'histoire, là, c'est que il fallait sortir après les machins, des wagons et les ferrailles et les bois de machin. C'est moi qui étais obligé de le faire parce qu'ils ne pouvaient pas y aller avec la machine à vapeur. Comment toi tu faisais lorsque tu relevais les plans des blocos, ouais, pour transférer ça au niveau de ton réseau? Je prends les plans du blocos, je faisais toujours ça. C'était fait en 2 parties, quoi. Vous aviez une partie avec le plan, et dans les plans, il y avait je ne sais plus si je mettais des lettres ou des chiffres, je me rappelle plus. Et puis il y avait par ailleurs une fiche d'explication, quoi. Mais le courrier, un jour on a envoyé le plan, le lendemain on a envoyé l'explication. Pour que si l'un était pris, l'autre ne savait pas à quoi que ça correspondait, vous voyez. C'était ça. Et c'était ma compagne, à ce moment-là, comme je vous disais tout à l'heure, qui emmenait ça qui me servait d'agent de liaison, quoi, si on veut, quoi. J'ai eu l'occasion, par exemple, pendant que j'étais à Dinard, là, il m'avait envoyé justement sur un terrain à Hasbrook, dans le nord, parce qu'on avait des bétonnières qui étaient là-bas, qui étaient du machin,
de la société pour laquelle on travaillait. Ils avaient des bétonnières là-bas, et puis il fallait que j'aille voir comment que ça marchait. Bon, alors ils m'ont envoyé là-bas, et puis je me disais aussi, comme curieux que j'étais comme toujours, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi. Et ils étaient en train de construire des pistes de lancement, des fameux V2, des V3, là, vous savez, qu'ils ont pour bombarder l'Angleterre, quoi. Alors, bon, moi, naturellement, toujours curieux, moi, j'approchais, je regardais, je dis, bon, ben, mais là, je n'ai rien à noter, quoi. Tout ça, c'était là-dedans, et quand je suis revenu, j'ai fait des plans, quand je suis revenu, ben, autant vous dire que ça n'a jamais servi, quoi, ça a été bombardé avant, quoi. Je ne sais pas si c'est grâce à mes renseignements à moi, ou si d'autres en avaient fait autant, je ne sais pas, moi. Mais enfin, je dis, vous voyez, dans quelle mentalité on... Et ta compagne, comment elle emmenait ça Dans une enveloppe, oui, comme ça, dans sa poche. Puis elle allait poser ça Ah oui, mais on avait des rencarts avec Simone. Simone, c'était la barman, quand tu veux, du café, là. Et puis elle était au courant, elle était dans la combine. Ah, donc elle lui remettait ça sous le manteau, quoi, si on veut, quoi. Et ça durait longtemps? Mais ça a duré depuis jusqu'à mon arrestation, quoi. Donc ta compagne t'a servi d'agent de liaison pendant Elle m'a servi d'agent de liaison. Mais oui. pendant combien de temps alors exactement? À Mais peu près. je te dis, à partir que j'ai commencé au mois d'avril, ça n'a pas duré très très long, puisque on a été arrêté là en novembre 43. Quoi. Elle a fait l'agent de liaison entre, mettons, mai 43 et novembre 43. Voilà. Oui, on fait ça. Le temps ne comptait pas, s'il a été arrêté. S'il avait été piqué une fois, elle passait à la casserole, bien sûr. Et elle était au courant? Ah non, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Enfin, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Si, elle savait ce qu'elle faisait, mais elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Quoi. Ah non. Non, ça c'était strict, réservé à moi, c'était personnel. C'est normal. Quoi. Et donc tu as réussi à la protéger une fois que tu as La été preuve, là, arrêté. je l'ai protégé, que j'ai même épousé. C'est important, hein, c'est important. Ah bah oui, bah oui. Et qu'il nous connaît toujours là, tous les deux. Ouais. Et qu'il nous connaît toujours là, tous les deux. Ouais. Voilà, là, ça c'est... On a eu du pot, l'un comme l'autre. Bien. Alors donc c'était donc notre boulot, et puis bon, bah, ça a duré pendant depuis le mois de donc, avril, je vous dis à peu près, oui, du mois de 43, jusqu'au 29 novembre 43, où nous avons été dénoncés. Tout le réseau a été dénoncé. Et nous avons été arrêtés à 28 en l'espace de 3 jours. Alors, vous vous rendez compte le nombre de machins que ça a fait. Les gens, je me suis retrouvé la première arrestation donc à Dinard et transfert à la prison de Saint-Malo. Saint-Malo où naturellement se sont retrouvés les autres qui venaient de Dinan. Il y en avait de Dinan, il y avait un transporteur de Dinan, Jean Morin. Il y avait un gars de Martigny-Ferchaud, il y en avait un de Rennes, il y en avait un de partout. Tout ça, ça a été regroupé là, quoi. Et nous sommes restés là 3 ou 4 jours, oui, du 29 novembre jusqu'au 2 décembre, quoi. Et nous avons été transférés à la prison de Jacques-Cartier à Rennes. Donc nous étions à Rennes à la prison, et puis à Rennes à la prison, bien sûr, répartis dans les cellules, différentes cellules, chacun naturellement isolés chacun l'un de l'autre, puisque on était soi-disant du même réseau. Et on ne devait pas communiquer ensemble. On a donc été chacun dans une autre cellule. Mais à ce moment-là, il y avait déjà foule dans les prisons, puisque moi je suis tombé dans une cellule où il est déjà à 4. Vous vous rendez compte, dans une cellule qui était prévue pour une personne au départ. J'étais à 4, alors moi je faisais le 5e. Alors autant vous dire que je n'étais pas très bien vu, question place et ainsi de suite. Et alors dans les prisons-là, à ce moment-là, il y avait, si on veut, un peu de tout, si vous voulez. Il y avait ceux qui faisaient du marché noir, des collabos, il y avait des résistants bien sûr, mais il y avait principalement de ces gens-là qui n'avaient rien à voir avec la résistance. Alors, arrivé dans cette cellule, là, tout de suite, les questions, qu'est-ce que tu as fait? Et ainsi de suite, moi, je n'ai rien fait. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont arrêté, enfin, vous voyez bien, il n'était pas question de leur déboiser quoi que ce soit. Bon, ben, ça s'est passé pendant 15 jours, 3 semaines, je suis resté là, et comme les gardiens ont su quand même que je parlais l'allemand, ils m'ont sorti de la cellule là, pour me mettre dans une cellule tout seul, pour servir d'interprète entre eux et les autres. Alors donc, j'avais un petit peu de liberté
Dans la prison, bien entendu, je ne sortais pas. Mais dans la prison elle-même, je pouvais quand même circuler un peu plus. Je pouvais circuler alors que les autres étaient enfermés complètement dans leur cellule. Et ce qui m'a permis, à ce moment-là, de pouvoir rendre des services à des gens, aux autres copains qui étaient enfermés. Et naturellement, mon boulot, c'était, j'avais les travaux d'entretien, il y avait la distribution de la soupe, il y avait tous les travaux quoi, qui étaient à faire, qui étaient donc sous ma tutelle, si on veut, puisque après, pour distribuer la soupe, on en sortait 3 ou 4 de cellules pour donner la main pour distribuer. Et ce qui m'a permis, naturellement, de voir pas mal de monde, notamment le jour où il y avait une fois par semaine, il y avait la distribution, la réception de colis des gens d'extérieur qui venaient rendre visite. En rendre visite, façon de parler, ils ne les voyaient pas, bien sûr, mais ils amenaient une valise, par exemple, de linge et de casse-croûte, mettons, pour un tel ou un tel. Alors, il y avait sur la valise, il y avait l'étiquette avec le nom, bien entendu. Et il y avait, en bas, il y avait un fichier, on mettait une table en travers à l'entrée, et il y avait, j'étais là, moi, et puis il y avait un Bosch à côté de moi. Il y avait un fichier, et il y avait des fiches, une fiche par Internet, quoi. Alors, ces fiches-là, il y avait 3 catégories. C'était des fiches qui étaient à peu près grandes comme ça. Et il y avait dessus, naturellement, le nom, le numéro de la cellule, le prénom, enfin tout le machin. Et il y avait 3 catégories. Une blanche avec tous les renseignements. Une deuxième blanche, mais qui avait une barre rouge en travers. Et une troisième qui avait une croix rouge en travers. Alors, il fallait savoir que celle qui était blanche d'abord, lui, il avait droit à tout, au linge et à la nourriture. Celui qui avait une barre en travers, il avait qu'à le droit qu'aux effets, quoi. Et celui qui avait une croix en travers, normalement, il était au secret, il n'aurait même pas dû savoir qu'il était là, quoi, vous voyez. Il avait droit à rien, lui. Alors donc, c'était à moi de faire la distribution et de mettre le numéro de la cellule sur l'étiquette qui était sur la valise, quoi. Alors que, naturellement, il m'arrivait de mettre le coup comme ça, le boss qui était là, il ne voyait pas, je sortais la carte, je regardais, et puis hop, je renfonçais, très rouge ou pas très rouge, je mettais le numéro de la cellule, et puis ça passait, il n'y avait pas de tri de fait, quoi, vous voyez. Alors, ce qu'on faisait aussi, c'est que quand on arrivait dans les cellules, il y avait des gars qui montaient les valises dans les cellules, quoi, pour faire la distribution, et dans chaque cellule, il y avait un lit. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait, le boss, il ouvrait la valise, et il la vidait sur le lit, et il faisait le tri. Parce que naturellement, il y avait des choses là-dedans qu'il n'avait pas le droit. Par exemple, le tabac, tout ça, il n'avait pas le droit. Alors, donc, c'était tout ça, c'est vrai. Et puis alors, ce qu'il faisait surtout, c'est qu'il regardait s'il n'y avait pas une lettre de cachet dedans. Vous voyez, il y avait le principe aussi de gens qui communiquaient, quoi. Mais il y avait quand même moyen de passer au travers, comme je vais vous dire tout de suite. Et tout ça, c'était fait. Il vidait la valise, donc, et puis il faisait le tri. Alors, tout ce qu'il n'avait pas le droit, il le remettait dans la valise. Et bon, le restant, il le laissait sur le lit. Et puis, alors, naturellement, on le laissait sortir le premier. Et alors, la valise, au lieu de la fermer avec ce qu'il y avait dedans, on la virait et puis on la refermait. Ce qui fait que le gars, il avait quand même tout ce qu'il y avait dans la valise. Hein, rien ne restait dans la valise, quoi. Alors, vous voyez, des trucs comme ça qu'on arrivait à faire. Quand vous aviez des convois qui partaient en déportation, là, ils étaient sortis des cellules la veille, et puis ils les regroupaient dans une grande salle qui était en haut. Ils étaient tous ensemble là. Alors naturellement, ils savaient, une fois regroupés là, qu'ils étaient pour partir dans 1 ou 2 jours, quoi. Alors automatiquement, chacun avait préparé, quand il pouvait, un petit bout de papier pour avertir les parents. Alors quand j'allais leur donner la soupe le soir, ils me collaient ça derrière dans ma ceinture de mon pantalon, il y avait un paquet, un paquet comme ça, et il fallait que je sorte ça. Donc toujours par ma filière, ma Philippot, j'ai pu sortir ça, quoi. Alors les Boches, naturellement, ils étaient étonnés que les gens ramènent des valises, parce que normalement, ils n'auraient pas dû savoir qu'ils partaient, quoi. Et il dit comment que ça se fait qu'ils savent qu'il y a du monde à partir. Enfin. Mais en même temps, quand on est en prison, on a besoin de tenir le coup. Ouais. Et il y a des moments qui sont durs. Tu as parlé de ceux qui étaient emmenés en haut pour être déportés, il y a ceux qui étaient emmenés en bas. Ah oui, ceux qui partaient au poteau. Pour tenir et signifier aux autres qu'ils tenaient toujours et qu'il fallait combattre et tenir, ils faisaient parfois certaines choses. Ah oui, bien sûr. Comme les gars qui sont partis à la Maletière. Et à la Maletière, oui, il y en a eu 2 ou 3 convois là,
qui était prévu à être, qui passait au poteau, quoi, qui était fusillé le lendemain matin, quoi. Là, c'était pareil. Alors là, ceux-là, ils montaient pas au troisième, ils étaient dans un petit local en sous-sol, à côté du mitard. Et on les rassemblait là, la veille. Et puis ils partaient le matin à 3h, 3h30 du matin, ils partaient, quoi. Et puis là encore, étant donné que j'étais l'interprète et le responsable, si vous voulez, du service, quoi, c'est moi qui leur donnais la soupe en dernier le soir, quoi. Alors, ça aussi, ce sont des souvenirs, forcément, qui sont assez durs à supporter à l'époque, surtout quand on les voit partir le matin, quoi. J'étais dans la première cellule, moi, en tant qu'interprète, là. Il y avait donc le couloir d'entrée, il y avait la rotonde, là, et puis il y avait la grande allée du milieu. Alors il y a les cellules qui étaient à droite et à gauche, et moi j'étais dans la première cellule à droite. Et toutes les cellules, ils ont un mouchoir, un mouche, comment on appelle ça? Ah oui, un petit mouchard pour Oui, un regarder. petit mouchard, voilà, avec une petite palette sur le devant, mais la plupart des cellules, la palette pour cacher était cassée, quoi. Il n'y avait plus. Donc, quand tu regardais par l'intérieur, tu voyais l'extérieur, mais ce qu'il y avait devant toi, quoi. Et ma cellule donnait juste sur l'escalier qui descendait dans cette salle-là où étaient les condamnés à mort, quoi, si on veut, qui partaient au poteau, quoi. Et je les ai vus monter, je les voyais, on les entendait, ils chantaient la Marseillaise en montant. Et on les voyait monter, je les voyais monter, là, machin, et merde, c'est fini, on va pas les revoir, ceux-là, c'est terminé. On réagissait dans ce sens-là, quoi. C'est qu'après, en réfléchissant, qu'on disait, oh, merde, ça pourrait être eu ton sort à toi, puisque tu avais été condamné à mort, tu aurais pu être dans le lot. C'était toujours pareil, il y avait de tout, il y avait... D'embêtant quand tu es en cellule avec des gars que tu ne connais pas, quoi. On connaissait des gars, on savait s'il avait fait du marché noir, ben, il était en cellule mélangé avec des prisonniers, des prisonniers avec des résistants. On ne sait jamais. Tu ne pouvais pas te fier à personne, quoi. C'est surtout ça qu'il fallait éviter, quoi. Il pouvait y avoir des mouchards. Ah, et puis en plus, il y avait des mouchards, oui. Ah oui, oui. Il y avait des gars qui étaient appelés des fois, où on se demandait, et ils revenaient tout guilleret, quoi. On se doutait bien que c'était pas pour prendre une tannée, quoi. C'était souvent des mouchards, quoi. Et toi, tu as pu faire passer à l'extérieur des messages personnels, écrits par toi, à l'intention de quelqu'un? Oui, ah bah oui, j'ai écrit pas mal, ça m'est arrivé. Oui. Et tu écrivais à qui alors? Bah, à ma compagne. Bah oui, mais... Alors, qui veux-tu que j'écrive? Ah bah je me doute bien, J'étais déjà fidèle à ce moment-là, hein. Oui. Ouais, mais c'est important parce que ça aussi, ça aide. Ah, oui, ça aide, c'est sûr. Enfin, je peux dire qu'elle m'a tiré la fin du ventre sur plusieurs fois, c'est certain. Alors, malgré c'était pas la vie rose, elle se débrouillait quand même pas mal pour me trouver, par exemple, du ravitaillement, pour m'envoyer un bout de saucisse ou un demi-poulet ou quelque chose comme ça quand elle venait tous les 15 jours, quoi. Il fallait le faire, hein. Ouais. C'est sûr. Ah, ça, faut bien reconnaître. À l'occasion, il faudrait la questionner Oh, alors. bah, elle ne va pas dire grand-chose. Elle faisait ça et puis c'est tout, quoi. Et c'est qu'après qu'elle s'est rendue compte aussi qu'elle s'est dit, oh, mais oh, si j'avais été piqué, moi, je passais à la casserole comme toi, qu'elle me dit. Je me dis, mais oui, bien sûr. Mais finalement... sans savoir ce qu'on faisait, quoi. Ouais. Ah ouais. Même si vous étiez fidèles l'un à l'autre, même si vous ça ne change rien, la question. Ce qu'il y a, c'est que, du coup, elle aidait un résistant. Ah, ben, donc, elle faisait aussi un acte de résistance. Oui, c'est un acte de résistance, si on veut, c'est sûr. Ah, oui, bien sûr. Oui, mais enfin, c'est pour dire que ça se limitait à ça, quoi. Oui. Il n'y avait pas d'autres machins, il n'y avait pas de... Il n'y avait que à jouer le facteur, quoi. Oui, mais ça aurait pu lui coûter cher. Ah oui, bien sûr. Bon, ben, tout ça se passait bien normalement jusqu'au 6 juin. Le 6 juin, ça vous rappelle sans doute quelque chose. C'est le jour du débarquement. Ouais. Mais pour moi, c'était pas le débarquement, c'était le tribunal. Je suis passé au tribunal militaire à Rennes et je me suis vu condamné à mort. Bien entendu,
menottes aux mains, menottes aux pieds, dans la cellule dans le mitard là, à la prison. Le mitard, c'est une cellule en sous-sol dans la prison, mais qui n'a pas de fenêtre sur l'extérieur. La lumière jour et nuit, et avec des grilles, et puis avec des doubles portes, enfin tout fricot de sécurité. Et toutes les 2 heures, je crois, il y avait la ronde qui passait pour voir si j'étais toujours en vie, quoi. Il y avait juste un bas-flanc à l'intérieur, tu n'avais pas d'oreiller, pas de couverture, rien du tout, c'était comme ça. Et alors, menottes aux pieds, menottes aux pieds et aux mains, jour et nuit. Je veux savoir votre réaction à l'annonce de votre condamnation à mort. Ah, alors là, ça a été, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Ouais. Et je n'en reviens pas encore aujourd'hui, parce que je n'ai réagi qu'après. Sur le coup, je n'ai pas dû réagir, je suppose, puisque je suis revenu à la prison, comme si j'en sortais, quoi. Je ne suis pas... Mais alors, mais autant vous dire, c'est même incroyable, je n'ai pas réagi du tout. C'est une fois au mitard, là, tout seul, là, enchaîné, quoi. Je disais, merde, mais... ils sont capables de me fusiller, ces cons-là. Ah ben, c'est là qu'on a naturellement le temps de réfléchir. Ça tourne c'est assez long à digérer, quoi. Sauvé à ce moment-là, c'est que j'étais, si on veut, alsacien. L'Alsace étant annexée, considéré comme un sujet allemand, quoi. Vous voyez? Et il n'avait pas le droit de faire une exécution d'un sujet allemand sans avoir confirmation de la centrale de Paris, quoi. Ce qui fait que mon dossier était parti sur Paris. Il est revenu une première fois, il voulait des renseignements complémentaires, mais il n'en avait pas eu parce que je n'ai rien eu à leur dire. Il est reparti et il y a eu naturellement l'arrivée des Américains entre les deux, quoi. Ce qui fait que naturellement c'était terminé, le courrier ne passait plus et c'est ça qui m'a sauvé, quoi, si on veut. Et naturellement, il est arrivé la date d'échéance de limite pour évacuer la prison de Rennes, puisque les Américains étaient à l'entrée de la ville. Quand on est parti, nous, de la Rennes, il y avait des bombes qui tombaient dans la cour de la prison, vous voyez. Normalement, on n'aurait même pas dû partir, quoi. Bon, alors donc on est donc parti pour aller en déportation, et on était à peu près, nous on était 800 à peu près dans la prison de Jacques Cartier, hommes. Il y avait 300 à 350 femmes, et il y avait un quartier de Marguerite, là, qui était une ancienne caserne militaire, où ils avaient mis encore des prisonniers, quoi, qui étaient à peu près aussi 300. Quoi. Alors vous voyez le convoi que ça faisait, quoi. Et il y a eu 2 trains, un le 2 et l'autre le 3 août, qui sont partis de Rennes, une à la Courrousse, donc à l'entrée de Rennes quand vous arrivez de Dinan, et l'autre à la Prévalée, de l'autre côté, de Saint-Jacques-de-la-Lande. Alors il y a eu 2 convois qui sont partis à 2 jours d'écart. Et ces 2 convois-là étaient partis en destination de Belfort, où il y avait un centre de dispatching, si vous voulez, pour le départ sur les camps de concentration. Et pour aller à Belfort, de Rennes, on a mis 15 jours. Alors, vous voyez, c'était pas du rapide. Hein. Et c'était pas du rapide, pourquoi? C'est parce que les cheminots, ils essayaient par tous les moyens d'empêcher les convois de passer, quoi. Vous voyez, ils faisaient par exemple, vous savez, à ce moment-là, c'était des machines à vapeur. Alors donc, pour faire de la vapeur, il faut de l'eau. Et il y avait des réserves d'eau dans les gares, là où les machines avaient un temps d'air derrière, et il fallait remplir ça d'eau pour faire la vapeur. Et souvent, ils vidaient les réserves d'eau pour que les boches ne puissent pas ravitailler les machins. Alors, il y a eu des arrêts, peut-être des fois par ça, mais... Excusez-moi. Ils sont quand même arrivés à nous sortir de là. Et les 2 convois ont été rattachés. Alors on a fait un périple du tonnerre, puisque forcément ils faisaient sauter les voies et ainsi de suite, alors il fallait détourner. On a été jusqu'à Beaune pour remonter sur Belfort, vous voyez la géographie, hein, par Dole dans le Jura et tout le fricot. Et ont été rattachés, les 2 convois ont été rattachés pour ne plus informer qu'un, et c'était à... Oh, je ne sais plus le pays. Enfin, ça n'a aucune importance.
Ce qui fait que c'était le fameux train qui a été arrêté à Langeais, puisque à Langeais, le pont sur la Loire était sauté. Donc il ne pouvait pas passer avec la machine. Alors le convoi a été arrêté dans la gare de Langeais. Alors le convoi qui faisait, je ne sais pas, une sacrée longueur, puisque et il y a eu à ce moment-là une histoire formidable, c'est que les Boches, tous les gardiens étaient sortis du train, ils étaient sur les ballasts sur le quai de la gare et tout ça, quoi. Et il y a eu 3 avions, 3 chasseurs anglais qui sont passés par là, qui ont vu ça, ce convoi-là, ils croyaient que c'était un convoi militaire, bien sûr, et puis ils ont commencé à mitrailler. À mitrailler le convoi, il y a eu pas mal de morts et de blessés, et à cette occasion-là, il y a pas mal d'évasions aussi, parce que automatiquement, hein, vous savez bien ça, on essaye toujours de s'en tirer. Et moi, je n'ai pas pu, parce que notre wagon dans lequel nous étions, au lieu de l'ouvrir, il l'avait fermé à clé, on ne pouvait pas sortir. Alors donc, on était resté dans le train, mais on a eu de la chance, parce que le convoi a été mitraillé, et alors, après, à hauteur d'un mètre, 1,20 m de hauteur, c'était vraiment comme une passoire, quoi. Quand on est sorti de là, il y avait le wagon était criblé, quoi. Enfin, nous, on était couchés, ça passait au-dessus de nous. Bon, et donc là, il y a eu pas mal d'évadés. On est sorti de ce machin-là, ils nous ont évacués de là pour aller, ils nous ont mis dans les champignonnières qui sont là le long de la voie, là. Et on est 2 jours après, on a pris le chemin à pied. Les femmes ont été quand même emmenées par des cars ou des camions jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps, de l'autre côté de Tours, quoi. Il a fallu passer, nous on a fait ça à pied, 35 km de Langeais jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps, dans une nuit. Autant vous dire qu'on était en bon état. Et puis, bon, voilà, il fallait marcher sur les gravats, puisque tout ça c'était plein de béton sauté, des morceaux de gravats. Et puis on est arrivé donc là, ils ont refait un nouveau convoi donc à Saint-Pierre-des-Corps. Et ce convoi-là nous a amenés jusqu'à Belfort. Belfort, bon ben, le dispatching, les différents départs pour les camps. Et étant donné le système pour eux, c'était, bon ben, tout le monde partait en camp de concentration, sauf ceux qui avaient passé au tribunal, qui étaient condamnés, quoi. Il y en avait qui étaient condamnés à 15 ans, 20 ans, si vous voulez, à mort, c'est pareil. Et tous ceux-là, ils n'allaient pas dans les camps, ils allaient dans des forteresses, quoi, qu'on appelait ça, des prisons ou des forteresses. C'était de mon cas. Alors, ils ont évacué presque tout le monde de Belfort, du Fort Atry, là, et on est resté, bon, peut-être une dizaine, quoi. Et sur les 10, bon, ils ont formé un convoi de 4, on était à 4. Il y avait à ce moment-là, j'appelais ça à ce moment-là un vieux pépère, parce que moi j'étais jeune à ce moment-là. Le bonhomme-là, il avait bien à peu près 70 ans, quoi. Et il y avait un parachutiste qui était blessé d'ailleurs, qui était de Pleurtuis. Il y avait une femme qu'on n'a jamais su exactement ce qu'elle avait fait ni ce qu'elle était, et moi. Alors on était tous les 4 avec 2 gardiens allemands et ils nous ont ramenés par le train jusqu'à Karlsruhe en prison pour commencer. Karlsruhe, on est resté 8 jours à peu près. Et au bout de 8 jours, ils ont fait des convois à sortir pour aller dans les forteresses, quoi. Et on était désignés pour aller dans la forteresse de Bruxelles, qui était peut-être à 25-30 km de Karlsruhe. Alors, le système était le suivant, on sortait de la cellule de la prison, on était au surélevé, un petit étage, il y avait un escalier qui descendait, et il y avait la porte de sortie. Et à la porte de sortie, il y avait le responsable de la prison qui était là, et qui disait un chiffre. Je suis arrivé dans la colonne derrière, le 3 ou 4e, à mon passage, je disais, qu'est-ce que c'est qu'il dit là? Il disait toujours un chiffre, 15, 20 ou 25 ou 10. Qu'est-ce que c'est qu'il veut raconter avec ça? Je disais, c'est peut-être la sentence pour laquelle le gars a été condamné à 15 ans, 20 ans, oui. Et quand je suis passé, il a dit 15. Ça m'a sauté dans l'oreille, bien entendu. Et arrivé dans la forteresse, on rentre dans la forteresse. Alors la forteresse, là, c'était vraiment une forteresse, hein, parce qu'il y avait, je sais pas, peut-être au moins 10 mètres de largeur au pied, et il y avait 5 mètres de largeur dans le haut, avec une ronde naturellement tout autour, et des miradors dans chaque angle de machin, avec les chiens et ainsi de suite. Bon. Et puis, j'ai compté quand même, en rentrant de la porte d'extérieur de la forteresse, pour aller jusque dans la cellule où j'étais, il y avait 8 portes à franchir. Alors vous voyez,
tout de suite, on pense toujours à l'évasion, quoi. Hein. Eh ben, sur les 8 portes, il y en avait au moins 5 ou 6 qui étaient automatiques. C'était des grilles qui se levaient ou qui se rangeaient, vous savez. Et les autres, naturellement, étaient à main. Alors, arrivé dans la cellule, bon, ben, allez hop, le long du mur, il y avait le petit capot dans le haut. Ton nom, ton prénom, date de naissance, tout le fricot. Condamné, 15 ans. Il marque 15 ans sur sa part. Bon. Alors, le système dans les prisons, dans les forteresses, tout le monde travaillait, parce que chez les Allemands, personne ne travaillait, quoi. Tout le monde était occupé. Alors, le système était le suivant, c'était un an jusqu'à 15 ans, tu sortais travailler, soit dans les fermes, soit dans les usines. Et à partir de 15 ans, tu n'avais pas le droit de sortir, tu travaillais sur place. Alors, 15 ans, bon, ben, je travaillais sur place puisque j'avais dit 15 ans. Bon, alors, on était dans une cellule avec... on était à 3. Il y avait un Suisse et un Hollandais. Alors, vous voyez, le fricot, c'était vraiment international, quoi. Enfin, avec le Suisse, on se comprenait assez bien puisqu'il parlait l'allemand. Et le Hollandais aussi, bricolait, on arrivait à se comprendre. Et puis, le boulot à faire pour nous, c'était coller des sacs à papier. Les grands sacs, vous savez qu'il y a les fonds plats là, qui sont collés là. Alors, on faisait ça, nous, avec des grandes plaques de papier et puis un seau de colle. Et puis, bien entendu, nous étions nourris formidablement. On crevait la faim, bien sûr. Et puis, on savait que la colle était faite à base de patates. Ben, on bouffait la colle. Mais, naturellement, on mangeait la colle, mais au lieu de faire des sacs en papier, il n'y avait plus de colle le lendemain, mais il n'y a pas beaucoup de sacs de fait, quoi. Alors, naturellement, ils se posaient la question, qu'est-ce que devient la colle, et ainsi de suite. Et puis, ils ont trouvé quand même le système, et puis ils ont dû foutre quelque chose, une saloperie dans la colle, ce qui fait que ça nous a foutu une déripette, je ne vous dis pas, on a été 8 jours à faire la queue pour aller au machin, au petit, quoi. Bon, alors, c'était terminé, et on ne pouvait plus bouffer la colle, quoi. Mais on n'a pas fait beaucoup plus de sacs après. Enfin. Et donc, on est resté comme ça pendant, je ne sais pas combien de temps, dans le mois, on ne me rappelle pas. Et puis, un beau jour, bon, ben, la porte s'ouvre, que fait? Ah oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, dehors. J'arrive sur le palier, oh merde. Ouais, le gars avec son ciré, les mains dans les poches, le chapeau, oh, j'ai dit ça. C'est la Gestapo, ça, automatique, parce que c'était déjà eux qui m'avaient arrêté à Dinard. Connaissaient les clients, quoi. Et j'ai donc retourné à la Gestapo en Allemagne. Alors là, autant dire que ce n'était pas une séance de récréation, parce que je ne peux pas vous dire, hein, puisque je suis revenu le lendemain. Je me suis retrouvé le lendemain dans une cellule dans la prison. Je n'ai jamais su comment j'y étais revenu, ni comment. J'avais le dos bien ondulé, puisqu'ils ont dû m'attraquer pas mal. Enfin, tous les cas, je n'étais pas en bon état. Et puis, donc, je suis là, mais alors là, c'était fini, isolé complètement. Je n'avais plus le droit de converser avec personne. Menottes encore, alors même plus aux pieds à ce moment-là, uniquement aux mains. Mais jour et nuit. Le soir, il venait, il fallait que je me déshabille, enlever les menottes, bien sûr, il me déshabillait, je remettais, gardais juste ma chemise, et remettais les menottes, et je couchais avec mes menottes. Et le lendemain matin, il me ramenait les affaires, je renfilais mon pantalon et ma veste, et il me remettait les menottes. Alors toute la journée, isolé dans une chambre, dans une pièce qui faisait, pour moi, 3 mètres sur 2, quoi, à peu près, quoi. Et pas le droit de te coucher parce que le lit qu'il y avait dedans pour la nuit, il était remonté le long du mur, cadenassé. Pas le droit de coucher. Si tu voulais te coucher, tu te couchais par terre sur le béton, quoi. Alors là, autant vous dire que c'était la période la plus dure que j'ai passée, c'était celle-là parce que c'était l'isolement, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, quelqu'un qui n'a strictement rien à faire, aucune occupation, et tout seul, sans voir personne. Et c'est surtout l'occupation, quoi. Alors, la seule chose que j'avais comme distraction, si on veut, c'était quand ils amenaient la soupe, midi et soir, encore la soupe, bon ben, mettons, je l'avais gamé, ils ouvraient le trou de la porte de la cellule, et t'étais là, c'était bien, t'étais pas là, ça c'était par terre, tu grattais par terre ce qu'il y avait à manger, quoi. Alors, donc le midi c'était de la soupe, et le soir, souvent, c'était 1 ou 2 patates cuites à l'eau, comme ça, avec la plure, qu'on mangeait, puis hop, c'était fini. Et j'avais un bout de pain carré, un pain boche, la carré, qui était grand comme ça, large comme ça, et ça devait durer 2 jours. Alors, vous voyez, vous voyez quelqu'un qui crève la faim, qui a un bout de pain à sa portée, qui ne le mangerait pas, c'est pas possible, quoi. Alors, au bout, moi, je mangeais un bout, j'ai posé sur la petite étagère qu'il y avait dans le coin,
Je repassais devant un autre bout, ben, une demi-heure après, il n'y avait plus rien, quoi. C'était mangé, maintenant j'étais 2 jours sans avoir de pain. Bon, alors donc ça a duré jusque la forteresse a été bombardée, on a été évacué, et on a été dans une autre forteresse qui était en dessous de Dachau, et qui dépendait d'un genre de Dachau. Et là, Neubourg, ça s'appelait. Et là, c'était pareil, mais là, on ne travaillait plus. Là, on n'avait plus de machin, on était dans une cellule, si on veut, mais uniquement que des condamnés à mort, quoi. Alors, cette cellule-là, tous les matins, à 3 4 heures du matin, il y avait la porte s'ouvrait, et le gardien s'amenait il avait un bout de papier, et puis il y avait 3 4 noms dessus. Mais au lieu de dire les noms, d'appeler les gars, parce que les gars, naturellement, qui sortaient, on ne les voyait jamais, il faisait lever tout le monde l'un après l'autre pour dire son nom, quoi. Alors, tu te disais tout le temps, je vous dis qu'on n'entendait rien dans la cellule parce que chacun disait c'était mon tour aujourd'hui, on ne sait jamais. Bon, ça s'est bien passé comme ça, et jusqu'au jour où il y avait dans cette prison-là aussi des gars qui étaient condamnés à 15-20 ans, si on veut. Ils les ont tous sortis. C'était en majorité 90% des Alsaciens et des Lorrains qui avaient déserté de l'armée allemande. Vous savez, ceux qui avaient été enrôlés de force, quoi. Et ils les ont rhabillés en militaires et ils les ont renvoyés sur le front. Mais ces gars-là, pendant qu'ils étaient là, ils allaient travailler sur un terrain d'aviation qu'il y avait à 3-4 km. Quoi. Mais le jour qu'ils sont partis, c'était fini, il n'y avait plus personne pour aller sur le terrain d'aviation. Alors comme nous, les condamnés à mort, on est dans une cellule, là, on a une quarantaine à peu près, on était à rien foutre, ils nous ont demandé si on voulait y aller. Alors vous pensez bien qu'il n'y avait pas de feignants pour sortir, même qu'on tenait à peu près à moitié debout sur nos quilles. On a quand même été, on faisait les 2 km le matin et 2 km le soir pour revenir, et en espérant toujours que ça allait tomber, que les avions allaient commencer à bombarder. Quoi. Parce que presque tous les jours, les terrains d'aviation en Allemagne étaient bombardés. Quoi. On a attendu 3 jours, et au bout de 3 jours, ben, on en a eu, on n'en voulait plus, on en avait encore. Et à l'occasion de ce bombardement, j'ai pu m'évader. Je me suis tiré dans la forêt qui était à 100 mètres, si on veut, du terrain d'aviation. J'ai monté, c'était là, dans cette région-là, il y a beaucoup de sapins. C'est très facile à grimper, puisque les branches sont dans des couronnes régulières, quoi. C'est pas comme un pommier où il y a une branche à droite, à gauche. C'est régulier comme machin, très facile à grimper. J'ai grimpé dans un sapin là jusqu'à la pointe, je me suis assis là à califourchon, j'ai attendu la nuit. Je suis resté là la nuit, et puis hop, là, la nuit, je suis redescendu. Et puis, bon, ben, c'est pas le tout. Où aller maintenant? Alors, la seule chose que je savais, je venais de là, il fallait que j'aille par là. C'est tout. Bon, moi, j'ai marché toute la nuit, alors, naturellement, la nuit, ça veut dire qu'il fait noir, on ne voyait rien, les fossés, les ronces, les barbelés, enfin, tout ce qu'on veut. J'avais les pattes dans un triste état. Enfin, je suis arrivé un matin au lever du jour dans un champ où il y avait un silo de betteraves. Parce qu'en Allemagne, les betteraves, ils enterraient les betteraves à vache, bien entendu. Dans les champs, ils faisaient un trou, ils faisaient un silo, ils montaient ça, ils couvraient ça de terre et d'herbe, de paille. Et puis, ils venaient les chercher à mesure qu'ils avaient besoin. Alors, je savais ce que c'était, j'ai fait un trou là-dedans, j'ai piqué une betterave et j'ai commencé à manger la betterave, puisque naturellement, je crevais de faim. Bon, j'étais vraiment vidé à ce moment-là, j'ai grimpé, je me suis allongé sur le dos du perdu et je me suis terminé, il n'y avait plus de bonhomme. Je me suis endormi là comme une souche. Quoi. Et je me suis réveillé, je ne sais pas combien de temps après, et en entendant crier un gars qui j'entendais bien, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bien sûr, vous pensez bien qu'il fallait que je me positionne pour savoir d'où que je venais, qu'est-ce que j'avais fait, où que j'étais. J'ai grimpé quand même sur le haut du silo, là, et puis j'ai vu, c'était un prisonnier français qui labourait. Alors j'étais déjà à moitié rassuré, voyant que c'était un Français quand même, quoi. Parce que les prisonniers, vous savez, c'était pareil, ils avaient leur PG là, de pain sur le dos, mais avec un F, quoi. On savait que c'était un Français. Alors bon, je me suis assis sur le haut du silo, quand il m'a vu, bon, ben, il est venu, il s'est arrêté, quoi. Alors il m'a regardé, il me dit, oh, c'est pas la peine que je te demande d'où tu viens, parce que, autant vous dire qu'on n'était pas joli à voir, on avait une coupe de cheveux un peu spéciale, puisqu'on avait ce que j'appelais l'autostrate, là. Ils nous ont tondu là, dans le milieu, ils laissaient les cheveux sur le côté, quoi. Enfin, pas très longs, quoi, mais des cheveux du côté. Ce qui fait que tu étais visible, reconnaissable partout, quoi, quand tu voyais une tête comme ça, bien sûr.
Bon, alors, bon, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on discutait 5 minutes, mais comme j'étais assez réticent à me confier, moi, parce que avoir été dénoncé une première fois, ça suffisait, quoi. Euh, je me suis laissé tirer les machins assez longtemps pour lui dire un petit peu ce que je voulais, quoi. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas continuer, tu es à 60 km de Munich, où c'est que je ne suis pas rendu. Ben non, tu n'es pas rendu. Il dit, si tu continues, et où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire, tu ne vas pas bouffer. Enfin, si tu veux, qu'il me dit, je peux, moi, d'héberger jusqu'à que les Américains soient arrivés, parce que, d'après les nouvelles qu'on a, dans 8 ou 10 jours, les Américains vont être là. Alors, je dis, bon, ben, finalement, je me suis laissé décider. Il est venu me chercher le soir à la nuit. On est rentré dans sa ferme, là, parce que eux, les prisonniers, ils étaient dans des stalacs, qu'on appelait ça. Et les stalacs étaient dans les patelins, quoi. Et de là, les gars, ils partaient travailler, soit la journée, soit qu'ils rentraient le soir, soit qu'ils restaient définitivement dans la ferme où ils travaillaient. Et celui-là, il travaillait, il restait couché dans la ferme où il travaillait. Si bien qu'il a pu m'héberger avec l'accord du patron de la ferme, bien sûr, parce que c'était lui qui commandait quand même dans sa ferme, et qui était vraiment pas nazi, quoi. Bon, alors je suis rentré, il m'a ramené le soir. Il fallait d'abord me mettre en état parce que j'étais pas beau à voir, j'avais les jambes toutes arrachées, et ainsi de suite. Bon, on nettoyait tout ça, et on me donnait à manger, et puis, bon, bah, je lui ai dit, bon, bah, c'est bon, je vais aller coucher dans l'écurie avec les chevaux, parce qu'à ce moment-là, c'était les chevaux. Ah, il dit, non, 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 il y a des chambres qui servent à rien, tu vas prendre une chambre. Il ne me disait rien du tout. Et puis, bon, je me suis laissé faire, je suis remonté dans la chambre, mais pas moyen de dormir, ça faisait, vous vous rendez compte, depuis, on était en 45, et ça faisait depuis 39 que j'étais parti, je n'avais jamais, pour dire, couché dans un lit. Alors, l'habitude de coucher sur la dure, ben, j'ai pris l'oreiller et la couverture, par terre, bon, j'ai ronflé comme un seigneur, vous voyez, l'habitude, quoi. Et j'ai mis du temps après pour m'habituer à coucher dans un lit. Bon, ben alors donc je suis resté là jusqu'à ce que les Américains soient arrivés, 8 jours après. Bon, une fois que les Américains étaient rendus là, bon, ben, c'était pas le tout. Le gars qui s'occupait des prisonniers m'a dit, bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu rejoins les autres de ton équipe ou est-ce que tu te fais rapatrier avec nous? Oh, j'ai dit, bonne histoire, je vais me rapatrier avec vous, c'est plus vite fait. Et les Américains sont venus nous chercher dans des gros camions, là. Ils nous ont ramenés jusqu'à Mannheim. À Mannheim, il y a eu le, 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 le désinfection, si on veut, puisqu'on n'était pas très vivable, puisqu'on était tout grasseux, bien sûr. Et alors, ils nous ont donné des habits. Et puis après, bon, ben, maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Donc, chacun partait comme il veut. Alors je suis revenu, à coucher une nuit à Nancy pour revenir. Et puis à Nancy, je vais repartir sur Strasbourg après. Et je suis rentré chez moi. Et puis hop. Et une fois rentré chez moi, ben, il fallait soigner le bonhomme parce que quand je me suis évadé à ce moment-là, je pesais 39 kilos. Alors, vous comprenez bien qu'il fallait remplumer le bonhomme sur les 63 kilos que je pesais quand je suis parti. Il restait pas lourd. Bon, alors donc, une fois chez mes parents, bon, ben, les travaux, c'était souvent, surtout la dysenterie là, qui me nuisait, moi, parce que là, la dysenterie, je connaissais ça incroyable, ça ne tenait plus au corps, là, je ne pouvais pas manger n'importe quoi, ça avait eu pour au moins 2 ans à boire du lait ou manger des pâtes et de la purée, c'est tout, quoi. Je ne voulais rien manger d'autre, il n'est pas question de manger de choux, par exemple. Et puis, je me suis retrouvé, donc il a fallu passer le centre de réforme, on était à Paris, tous ceux qui étaient revenus, quoi, on était sur les 28 qu'on avait été dénoncés, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est revenu à 7. Ouais, les autres sont restés là-bas, quoi. Alors tous les 7, bon, ben, on s'est retrouvés tous les 7 à Paris, et passer les visites, et ainsi de suite, bon, ben, les réformes et tout le fricot. Et puis ensuite, il a fallu, naturellement, soigner le bonhomme, parce qu'en dehors de la dysenterie, il faisait de l'édème. Alors l'édème, c'était de l'eau partout, quoi. Je me levais le matin, j'avais des jambes normales, et puis je m'asseyais les jambes descendues du lit, ben, ça commençait à enfler. J'avais les jambes aussi, le bas aussi gros que le haut, quoi. Enfin, vous voyez le système. Et puis, ça aussi, il fallait le soigner.
Et alors, j'avais donc retrouvé tous les anciens, et particulièrement le chef de réseau, le fils du restaurant de Dinard où on avait été travaillé pendant la guerre. Alors il m'avait dit, bah, écoute, si tu veux, viens à Dinard te reposer, tu resteras le temps que tu voudras, et on verra bien après ce que tu feras, quoi. Parce que je me disais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester en Alsace, ou est-ce que tu vas revenir par chez nous? Alors, vous savez, à ce moment-là, on ne cherchait pas encore de trop, on ne se creusait pas trop le cigare, l'essentiel c'était de se retaper, quoi. Et puis, bon, ben, comme étant ici à Dinard, bon, ben, j'ai retrouvé tous les anciens, comme notamment Jean Morin de Dinard, transporteur, là, qui était quand même assez les bras longs, c'était quand même quelqu'un de bien connu dans le coin, quoi. Et qui, lui, avait des rapports avec un gars de la Résistance, un curé, l'abbé Barret, qui était dans l'église Saint-Malo, il était vicaire à Saint-Malo, et que j'ai connu après, Maurice. Motivation d'entrer dans la résistance. Oh bah, la motivation, hein, c'est toujours pareil, on ne pouvait pas, logiquement, pas convenir qu'on était occupé par un pays étranger, quoi. On était quand même plus chez nous, quoi. Alors, c'est pas pensable de pouvoir supporter ça. Enfin, supporter, façon de parler, quoi. Il fallait vivre avec, quoi, comme on dit. Maintenant, on pouvait autant essayer d'en sortir honorablement, quoi, ne pas se laisser mener comme des moutons, quoi. C'est un petit peu ça, on veut, c'est le caractère de chacun, quoi. Hein. Vous avez des gens qui s'amènent à tout. Hein. C'est pas mon caractère, moi. Moi, il faut que je réagisse. Et des fois, c'est à mon tort, mais des fois, c'est bien, quoi. C'est le patriotisme qui t'a... Oui, si tu veux appeler ça comme ça, je veux bien, mais moi je ne me glorifie pas de ça. Moi, je trouve que c'était naturel, je sais pas moi, c'est la vie, quoi. Nous, on est,